Et salut à tous. La saison 4 de Re:Zero arrive à grands pas et je sais pas vous, mais perso j'avais complètement oublié où on en était avec cette saison 3 qui avait été un beau bordel. Je suis donc allé la revoir et je suis désormais là pour vous éviter d'avoir à le faire vous-même. On avait déjà fait un excellent résumé des saisons 1 et 2 de Re:Zero si je peux me permettre un petit peu de modestie, et il est donc désormais temps de s'attaquer à la saison 3. Ne perdons donc pas plus de temps, c'est parti. On commence cette nouvelle saison dans une joie que l'on retrouve rarement dans Re:Zero. Nous sommes un an après les événements de la saison 2, et Subaru mène des jours heureux, entouré de ses amis, et notamment Béatrice, avec qui il a une relation absolument adorable depuis qu'ils ont passé leur contrat ensemble. Entouré ainsi de filles plus jeunes les unes que les autres, les gens commencent même à le surnommer le Yojo Tsukai, le dompteur de petites filles. Alors qu'il termine son entraînement, Subaru est convoqué par Emilia, afin d'accueillir des envoyés de Anastasia, notamment Mimi, qui s'entend à merveille avec Garfield. Elle est accompagnée d'un nouveau personnage, Joshua Duculus, le petit frère de Julius. Il est ici pour leur remettre une invitation au nom de sa maîtresse, à venir à Priestella, la ville aux écluses. Anastasia aurait apparemment trouvé de puissantes gemmes magiques qui pourraient aider Emilia à réinvoquer Puck, qui avait dû rompre leur contrat un an plus tôt pour briser le sceau sur les souvenirs d'Emilia. Il est donc décidé que Ram, Roswell et Frederica resteront au manoir tandis que Emilia, Subaru, Béatrice, Otto, Garfield partiront pour Pristella. Arrivé là-bas, on remarque que bien que la ville ressemble à Venise avec tous ses canaux, on y retrouve de l'architecture japonaise comme des ryokan. Cela serait dû à l'influence de Hoshin, un architecte célèbre 400 ans auparavant qui venait manifestement de notre monde tout comme Subaru. Notre groupe rejoint rapidement Anastasia et Julius et la conversation peut débuter. La gemme magique que Emilia recherche est entre les mains de Kiritaka, membre du conseil dirigeant la ville. Il est cependant plus connu comme étant le plus grand fan de la diva de la ville, une nouvelle loli à la voix divine du nom de Liliana. Après que Subaru fasse sa rencontre par hasard, elle les guide jusqu'à la personne qu'il recherche, mais Kiritaka n'est pas très content de voir Subaru si proche de sa déesse et les négociations sont donc repoussées. Une fois retourné à l'auberge, le groupe de Felt apparaît les uns après les autres, à commencer par Ratchins, l'une des racailles ayant attaqué Subaru au tout début de l'anime. Mais c'est bien sûr le perso le plus fort de l'univers de Re:Zero qui nous intéresse, Reinhardt. Intimidé par l'aura de ce dernier, Garfield l'attaque par réflexe, mais son attaque est arrêtée sans le moindre souci, le rendant anxieux quant à son manque de puissance. Tandis que Garfield est hanté par le fantôme d'Elsa et ses propres angoisses, Mimi vient le consoler avec sa mignonnerie absolue. Et en se baladant ensemble, ils sauvent des gamins sur le point d'avoir un accident. Quand les enfants demandent à Garfield son nom, il se présente comme le super-héros Gorgeous Tiger. Alors qu'il raccompagne l'un d'eux jusqu'à chez lui, il tombe sur la famille de celui-ci et est absolument bouleversé en voyant que la mère de l'enfant ressemble étrangement à la sienne. De retour du côté de Subaru, celui-ci retrouve le groupe de Crush qui est aussi présent, incluant Félix et Wilhelm, le grand-père de Reinhardt. Lors d'une discussion au clair de lune, ce dernier explique à Subaru qu'il a commis une erreur irréparable par le passé, créant une barrière entre lui et son petit-fils. Le lendemain, encouragé par Subaru et la musique de Liliana diffusée par haut-parleurs dans toute la ville, Wilhelm fait de son mieux pour se rapprocher de Reinhardt, mettant du baume au cœur de tous les personnages autour. Cette belle scène est malheureusement interrompue par son propre fils, père de Reinhardt et actuel chef de la famille Astrea, un alcoolique notoire et vice-capitaine de la garde royale du royaume, Heinkel van Astrea. Celui-ci vient immédiatement détruire la bonne ambiance, rappelant que c'est Reinhardt qui a causé la mort de la précédente épéiste sainte, sa propre grand-mère. On apprend ainsi que c'est aussi pour cette raison que Wilhelm était en froid avec son petit-fils, l'ayant accusé du même crime par le passé. Alors que Emilia et les autres candidates au 30 demandent à Heinkel de se retirer, n'ayant rien à faire ici, la seule candidate manquante fait son apparition pour les contredire. En effet, bien qu'elle n'était pas invitée, Priscilla vient squatter la réunion malgré tout. Le lendemain, Subaru et Emilia tombent à nouveau sur la candidate, en train de danser au rythme des chansons de Liliana. Impressionné par le talent de la jeune fille, Anne l'invite à rejoindre son camp, mais Liliana refuse, expliquant que son clan refuse toute attache, étant des bardes libres comme le vent, car comme celui-ci, rien ne saurait arrêter la musique. Un peu plus tard, alors que Subaru est parti faire des courses, ils croisent Ratchin, mais ils sont interrompus dans leur discussion par l'arrivée impromptue des emmerdes. En l'occurrence, les emmerdes ont cette fois un nom, l'évêque du culte de la sorcière en charge de la colère, Sirius Romane Conti. Plus celle-ci parle, et plus la foule semble être soumise à sa volonté, riant même quand elle sort un enfant enchaîné et manifestement terrifié. Après un long discours sur le sens de l'amour, l'évêque de la colère lâche l'enfant du haut de sa tour, le tuant lui ainsi que toutes les personnes présentes sur place. Subaru termine ainsi sa première run de cette nouvelle boucle, avec un point de sauvegarde juste après la chanson de Liliana et danse de Priscilla. Le choc passé de sa mort soudaine, Subaru demande à Béatrice de protéger Emilia alors qu'il part sauver le jeune garçon sur le point d'être tué. Sa tentative est malheureusement bien naïve et il est instantanément pris dans le pouvoir de Sirius. Partageant les sentiments de l'enfant, la terreur l'empêche de se défendre et il se fait tuer sans résistance. Sur sa troisième tentative, il est plus malin.
Ratchins étant sur place, il lui demande d'utiliser un sort pour appeler la personne la plus à même de régler les problèmes, à savoir Reinhardt. L'arrivée de Sirius plonge la place dans son hypnose comme d'habitude, mais Reinhardt arrive à temps. Il la démonte assez rapidement bien évidemment, mais malheureusement celle-ci est reliée à tous les gens aux alentours qu'elle entraîne avec elle dans la mort, renvoyant Subaru pour sa 4ème boucle. Cette fois-ci, il tente une nouvelle approche, amenant avec lui Béatrice. Quand il mentionne envisager d'appeler Reinhardt en renfort, Béatrice explique que cela la rendrait inutile, car la seule présence de l'épéiste saint aspire le mana autour et rend les mages et esprits inaptes au combat. Alors qu'ils rejoignent la place centrale, Emilia les rejoint, les ayant suivis en cachette. Elle ne perd pas la moindre seconde et à peine l'évêque apparu, avant même qu'elle n'ait pu prononcer le moindre mot, Emilia l'attaque avec un gigastalactique. C'est cependant insuffisant, et Sirius est très énervé de voir Emilia, agissant complètement différemment des boucles précédentes. Elle en veut apparemment à celle-ci d'avoir causé la mort de son mari. Malgré que Sirius soit une combattante très puissante, Emilia nous propose un niveau qu'elle n'avait jamais montré auparavant, la plaçant parmi les meilleurs combattants du pays. Elle finit cependant par se faire avoir par une attaque en traître, Sirius utilisant une enfant comme bouclier. Alors qu'elle tente de brûler Emilia, celle-ci est sauvée par Régulus Corneas, évêque en charge de l'Avarice, qui annonce être venu chercher la femme qui lui est destinée afin d'en faire sa 79e épouse. Malgré qu'ils soient tous les deux des évêques, Régulus et Sirius ne semblent pas très bien s'entendre, et cette dernière ne peut accepter que Régulus l'empêche de tuer Emilia. Subaru tente aussi un joli combo, utilisant la magie de Béatrice et son nouveau pouvoir des mains invisibles, mais c'est sans effet. Sirius est cependant choqué de voir ce pouvoir qui appartient à son bien-aimé Betelgeuse, et en conclut que Subaru est l'homme qu'elle aime. Avant que tout ça ne parte encore plus en bordel cependant, les cloches de la ville sonnent, annonçant l'heure pour les évêques de partir. Régulus termine juste le tout en tirant un caillou, détruisant la jambe de Subaru, et par la même occasion celle de tous ceux présents sur la place. Dans un autre coin de la ville, alors que Otto fait tranquillement ses courses, un autre carnage est déclenché par un évêque du culte de la sorcière. Cette fois-ci, il s'agit du péché de la gourmandise, Lai Batenkaitos. On retourne un peu aux événements de la veille, cependant avec Garfield et Mimi. La femme qu'il soupçonne d'être sa mère l'invite à prendre le thé chez elle, pour le remercier d'avoir sauvé son fils. Ses soupçons sur l'identité de celle-ci seront confirmés un peu plus tard par son mari. Il explique avoir trouvé cette femme il y a 15 ans, ensevelie sous les roches après un éboulement et l'avoir sauvée. Elle était cependant devenue amnésique, et ils avaient fini par construire une famille ensemble. Bouleversé par ces révélations, Garfield sera consolé par Mimi toute la nuit, nous menant au jour suivant. Alors qu'ils mangent tranquillement des gâteaux offerts par sa mère, ils sont cependant interrompus par une diffusion radio. Il s'agit de l'évêque de la Luxure, Capella Emerada Lucnica. Garf retombe sur sa mère alors que la population évacue. Celle-ci cherche ses enfants qui doivent être quelque part en ville et est inquiète pour son mari qui travaille dans la tour de diffusion radio. Garfield promet donc d'aller les sauver. De retour sur Subaru, il se réveille dans un lit, avec Hal et Ferris en train de s'occuper des blessés. Béatrice est plongée dans un coma, ayant utilisé toutes ses réserves de mana pour le soigner, lui et tous les autres. Il commence par rejoindre le QG, de lutte anti-culte, qui vient tout juste d'être créé, où il retrouve Crush et Anastasia pour discuter de la situation. Il semble que le culte de la sorcière ait pris possession de 4 tours à chaque coin de la ville, contrôlant ainsi le flux d'eau des écluses, et pouvant engloutir la ville à tout moment. Leurs demandes sont claires, ils veulent qu'on leur remette les restes de la sorcière enterrés quelque part dans la ville. Garfield et Mimi se retrouvent confrontés à des ennemis à leur tour. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'évêques, mais de 2 épéistes en tenue de sbires du culte. Mimi sent cependant que quelque chose ne va pas et explique qu'elle et Garfield n'ont aucune chance contre ces deux-là. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de tenter de les attaquer afin de s'enfuir. Ils ne font malheureusement pas le poids et Mimi est blessée en protégeant Garfield, le traumatisant au passage. Au QG anticulte, les personnages sont intrigués par le nom de l'évêque de la Luxure, qui s'est présenté comme Capella Emerada Lugnica, Lugnica étant un nom porté uniquement par les membres de la famille royale. Pour rappel, il y a toute une sous-intrigue avec Roswell qui veut tuer un dragon ayant un contrat avec la famille royale. Celle-ci s'étant éteinte juste avant l'arrivée de Subaru dans ce monde. On apprend ici qu'ils auraient apparemment tous succombé à une maladie. On nous explique aussi qu'il y a 50 ans, il y avait bien eu une Emerada Lugnica d'une grande beauté et intelligence, mais surtout redoutée pour son extrême cruauté. Le groupe est cependant interrompu par l'arrivée de Garfield qui ramène Mimi pour tenter de la soigner. Après diverses discussions, il apparaît qu'ils ne peuvent pas donner au culte les restes de la sorcière qu'ils désirent, car cela mènerait à la destruction de la ville. Pour commencer à reprendre la situation en main, ils décident d'aller d'abord récupérer le contrôle de la station radio car les messages de la Luxure détruisent le moral de tous les citoyens. Le groupe se retrouve ainsi à nouveau confronté aux 2 épéistes ayant blessé Mimi. Ils n'y vont pas de main morte, en voyant Julius, Willem, Garfield, Ricardo et Subaru, mais même comme ça, ils n'arrivent pas à les vaincre. En plus de ça, l'évêque de la Luxure, ayant pris la forme d'un dragon, fait aussi son apparition. Elle reste cependant juste assez de temps pour qu'on voit que son pouvoir lui permet de se régénérer peu importe ses blessures, puisqu'elle retourne à sa tour quand les cloches sonnent. Celle-ci promettant de tuer les otages, ils sont obligés de se séparer.
Ce sont Crush, Subaru et Julius qui partent donc à sa poursuite, mais les choses ne font que s'empirer à chaque instant, puisqu'ils se retrouvent directement confrontés à l'évêque de la gourmandise, mais qui n'est pas le même que précédemment, se présentant cette fois sous le nom de Roy Halfard. Subaru laisse Julius l'affronter et rentre dans la station radio avec Crush. Ils se font cependant aisément éclater par l'évêque de la luxure, capable de prendre la forme qu'elle désire. Son pouvoir ne s'arrête cependant pas là, puisqu'en partageant son sang avec eux, elle peut aussi transformer d'autres personnes. Cette découverte se fait de manière bien macabre quand Subaru découvre que les otages ont tous été transformés en mouches géantes. Capella explique que ce pouvoir lui vient du fait qu'elle possède du sang de dragon. Après avoir explosé Subaru et lui avoir arraché une jambe, elle utilise son pouvoir sur lui et Crush, afin de voir en quoi ils se transformeront. Du côté du QG anti-lutte, Anastasia et Kiritaka sont attaqués par Sirius, et celui-ci, aidé des frères jumeaux de Mimi, font tout leur possible pour gagner du temps afin qu'Anastasia puisse s'échapper. Ailleurs en ville, dans une taverne, Heinkel menace de tuer Felt si Reinhardt part sauver les autres en ville. Otto fait alors son apparition. Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Et crée une diversion, permettant à Reinhardt de la libérer. Après avoir assommé Heinkel, Felt ordonne à Reinhardt d'aller sauver la ville. C'est à ce moment que les écluses sont ouvertes et inondent la ville, entraînant Subaru dans le courant. Il se réveille en pleine rue aux côtés de Priscilla et Liliana. Il est choqué de découvrir que sa jambe a repoussé, et l'est d'autant plus en voyant l'état dans lequel elle est. Quand il explique que la luxure lui a versé du sang de dragon dessus, Priscilla explique qu'il s'agit de l'un des 3 trésors légués à la famille royale par le dragon divin. Sa jambe semble ainsi désormais capable de se soigner d'elle-même. Alors qu'il cherche quelqu'un dans les divers refuges de la ville, il se rend compte que les habitants sont tous lentement contaminés par l'évêque de la colère, qui les pousse au désespoir et à la haine. Les chansons de Liliana arrivent cependant à les en libérer et leur redonner espoir. Subaru décide donc de les laisser agir de leur côté, avant de retourner au QG, y retrouvant Félix dans tous ses états après ce qui est arrivé à Crush, qui, bien qu'elle soit toujours en vie, est évidemment dans un terrible état après avoir été infectée par le sang du dragon. De son côté, Emilia étant entre les mains de l'évêque de l'avarice, elle résiste comme elle peut en obtenant des informations sur les évêques et leurs emplacements. En utilisant un outil magique, elle arrive justement à contacter Hal, et lui demande de transmettre ces informations à Subaru. Il est surpris de la voir si forte et positive, alors qu'elle est captive, et celle-ci lui explique qu'elle n'a aucun doute que Subaru viendra la sauver, donc rien ne sert de s'inquiéter. Alors qu'elle retourne à sa chambre, une des femmes de Régulus vient la voir, ne comprenant pas pourquoi elle est revenue après sa petite escapade au lieu de s'être enfuie. Emilia explique que si elle était partie, toutes les autres femmes de Régulus auraient été punies par sa faute. Son interlocutrice aurait cependant préféré cela, ou moins son cauchemar aurait pris fin. De son côté, Subaru ayant reçu le message, il prépare un plan pour utiliser la diffusion radio qu'ils ont enfin récupérée des mains de la luxure. Leur plan est simple, l'influence de l'évêque de la colère sur la ville augmente les émotions de tout le monde, amplifiant la peur provoquée par la luxure. Mais il se peut qu'au contraire, il puisse leur redonner de l'espoir, et c'est ce sentiment qui sera amplifié et propagé par le pouvoir de la colère. Subaru comptait sur Anastasia, Crush ou qui que ce soit d'autre pour s'occuper de cette importante annonce, mais ceux-ci refusent et c'est Hal qui finit par le convaincre de s'en charger lui-même. Alors que du côté d'Emilia, l'autre femme de Régulus tombe peu à peu dans le désespoir, disant qu'elle n'aiderait désormais plus Emilia, la voix de Subaru se fait entendre. Il nous propose alors un magnifique discours qui arrive à redonner espoir et envie de se battre à tous ceux qui l'entendent. À peine la diffusion finie, il est rejoint par Otto, qui leur amène l'arme la plus puissante de cette guerre, le grand et unique Reinhardt. Avec l'arrivée de Reinhardt et Otto, Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. nos héros décident de discuter des demandes du culte. Les 2 premières concernent Emilia et Béatrice, tandis que la 3e est à propos du tome du savoir, les gospels possédés par Béatrice et Roswell, qui ont brûlé dans la saison précédente et qui ont servi de base pour les gospels des membres du culte. Otto intervient alors et explique qu'il avait récupéré et ramené ici celui de Roswell dans l'objectif de le faire restaurer. Une fois leur discussion finie, Wilhelm vient demander à Subaru de l'accompagner, Crush souhaitant lui parler. Elle est dans un état catastrophique à cause du sang du dragon, arrivant à peine à parler. Étrangement, en la touchant, Subaru remarque qu'il peut la guérir en aspirant en lui le sang du dragon auprès d'une douleur abominable. Il propose de la guérir, mais Crush refuse son geste, objectant que la ville a besoin de lui. Alors qu'il sort de la chambre, Wilhelm lui révèle des informations troublantes. Parmi les membres du culte qu'il a affrontés, 2 en particulier n'auraient jamais dû être là. L'un d'entre eux est Kurgan aux 8 bras, le plus puissant épéiste de l'empire de Wallachia, et est censé être mort depuis plus de 10 ans. Le second n'est autre que sa propre femme, Teresa von Astrea. Il suppose qu'un membre du culte est un nécromancien. Il demande à Subaru de ne rien dire à Reinhardt et explique au passage que la bénédiction de l'épéiste saint est quelque chose qui se transmet de génération en génération dans la famille Astrea, la bénédiction choisissant d'elle-même qui deviendra le prochain saint. Reinhardt a ainsi hérité du pouvoir de Teresa, mais non pas après sa mort. Le transfert a, sans que l'on sache trop pourquoi, eu lieu pendant le combat contre la baleine blanche, forçant Teresa à combattre sans sa bénédiction, menant à sa mort. C'est à cause de ça que Wilhelm en avait beaucoup voulu à Reinhardt, ce qu'il regrette désormais. De retour à la Réunion, Priscilla annonce qu'elle s'occupera de la colère avec Liliana,
N'étant pas sûr que les chansons de Liliana auront un effet réel pour la contrer, les autres aimeraient avoir une certitude, et Reinhardt vient servir de Deus Ex Machina, en obtenant une nouvelle bénédiction, celle du jugement. Celle-ci lui permet de voir les bénédictions des autres, et il révèle ainsi que Liliana possède la protection divine de télépathie, ce qui devrait suffire à contrer l'apôtre. Les adversaires de Sirius ayant été décidés, on passe à la luxure, qui est avec les bêtes démoniaques et les deux épéistes. Subaru prend un peu trop la confiance et souhaite confier cette tâche à Wilhelm et Garfield. Enfin, il demande à Reinhardt de venir avec lui affronter Régulus, pendant que Julius et Ricardo s'occuperont de Gluttony. Un peu plus tard, l'heure est arrivée pour le mariage d'Emilia et Régulus, mais au grand malheur de celui-ci, il aura beau dire tout ce qu'il veut, Emilia ne recule devant rien, et lui explique parfaitement qu'elle ne pourra devenir sa femme. Alors qu'il est finalement sur le point de craquer, Subaru et Reinhardt font leur apparition, et lui balancent la porte de l'église dans la gueule. Alors que Régulus menace de tuer ses femmes présentes si Reinhardt s'approche, Emilia le congèle pour tenter de s'échapper. Ça marche cependant pas de fou, et elle se fait prendre en otage, forçant Reinhardt à lâcher son épée et accepter de recevoir une attaque sans éviter. L'épéiste saint accepte, et meurt littéralement. Si la mort pouvait l'arrêter, ça se saurait. La bénédiction de Phoenix le ramène donc à la vie, et il se met à fumer Régulus bien comme il faut. Malheureusement, le péché de l'avarice semble réellement immortel aussi, forçant notre équipe à passer au plan B. Reinhardt balance Régulus dans le lac, où Emilia lui balance un énorme Haliuma dans les dents, gelant tout le lac au passage. C'est malheureusement insuffisant et Régulus envoie bouler Reinhardt avant de s'en prendre à Subaru et Emilia, qui s'enfuient en patin à glace. Reinhardt les rejoint peu après, mais Subaru commence à manquer d'idées, toutes ses tentatives échouant à blesser Régulus. Ayant une révélation grâce à Emilia, il se rend compte que tous les apôtres ont un nom d'étoile, Sirius, Capella, Alphard, Betelgeuse et maintenant Régulus. En posant plus de questions, Emilia lui dit que quand Régulus l'étranglait, c'était comme si elle était asphyxiée par du vide, ni chaud ni froid. Sur demande de Subaru, Reinhardt observe alors le cœur de Régulus et se rend compte qu'il ne bat pas. Il n'a pas le temps de faire grand chose cependant puisque le pouvoir de Régulus l'envoie tomber dans le ciel, ce qui l'empêchera de revenir pendant un bon moment. Mais Subaru en a assez, il annonce avoir compris l'autorité de Régulus. Son pouvoir est d'arrêter le temps pour son propre corps, l'empêchant donc de subir quoi que ce soit tant que son temps est arrêté. Ailleurs en ville, alors que Otto part chercher le gospel en cours de restauration, il tombe sur Felt, qui fait face à la gourmandise, Lai Baton Kaitos. Alors que celui-ci attaque, Otto riposte en envoyant son Léviator combattre. De leur côté, Garfield et Wilhelm engagent le combat contre les deux épéistes. Garfield se fait cependant bien tabasser et finit par se rendre compte qu'ils se sont fait avoir et que la luxure n'était pas ici. Et en effet, celle-ci se pointe chez Crush où seul Félix se trouve. Il se fait bien évidemment exploser, mais c'est alors qu'Anastasia, qui était pendant tout ce temps déguisée en Crush, fait tomber le costume et frappe Capella avec sa magie, l'envoyant dans un sous-sol où l'attend Hal. Celui-ci balance un truc incompréhensible qui aura sûrement son importance plus tard, il dit qu'il est de mauvaise humeur et qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle avant qu'il ne meure. On passe côté Priscilla, avec Liliana qui se fait directement avoir par le pouvoir de contrôle de Sirius. Priscilla l'embrasse alors passionnément pour la faire revenir à elle-même, et lui demande de soigner les habitants avec ses chansons, ce qui est le seul moyen de tuer l'apôtre sans les entraîner dans la mort. La candidate au trône se lance alors dans son combat contre l'apôtre de la colère, cette dernière tentant de comprendre comment Priscilla a pu fermer son cœur à ce point qu'elle soit insensible à son pouvoir. Elle finit par prononcer le nom de Iris et le roi d'épines, ce qui semble énerver Priscilla au plus haut point. Priscilla se fait bien tabasser, mais résiste en utilisant son pouvoir qui lui permet de rediriger les dégâts qu'elle prend vers un objet auquel elle tient. Elle utilise son autre pouvoir, lui permettant de brûler uniquement ce qu'elle désire, et met ainsi le feu à la tour où il se trouve, offrant une scène à Liliana qui y monte, et commence son spectacle en se remémorant son enfance, constamment à s'entraîner pour apprendre à mieux performer. Malgré son absence de talent, elle avait quitté sa famille, la troupe de bardes errants qui s'occupait d'elle, dans l'espoir de réaliser ses rêves de grandeur en ville. Ça ne s'était malheureusement pas bien passé, et sur le point de mourir de faim, elle s'était alors demandé ce qu'était réellement un héros, ce qu'était un barde. C'est en se réveillant le lendemain qu'elle trouvera une magnifique source d'eau dans la forêt, la beauté de la nature lui faisant comprendre ce qui lui manquait et lui inspirant sa chanson. Grâce à celle-ci, les habitants sont libérés de l'emprise de la colère, permettant à Priscilla de l'éliminer sans que les dégâts se répercutent sur eux. Elle ne se fait donc pas prier et malgré une tentative de prise d'otage, comme sa lame ne coupe rien d'autre que ce qu'elle ne désire, elle élimine le péché de la colère, envoyant son cadavre dans la rivière. Liliana, elle aussi tombée à l'eau, est sur le point de se noyer mais est sauvée par Kiritaka. Mais revenons du côté de l'avarice, bien que Subaru ait annoncé que le pouvoir de Régulus était de stopper son propre temps, il semble qu'il avait compris que c'était plus complexe que ça, et impliquait en réalité les nombreuses femmes de l'apôtre. Il demande donc de l'aide à Emilia, qui part à leur rencontre, et les convainc de l'aider. Elle découvre que Régulus a inséré une partie de son cœur dans celui de toutes ses femmes, étant donc immortelle tant qu'elle reste en vie. Alors qu'elles s'apprêtent toutes à se suicider pour l'emporter dans la tombe, Emilia les en empêche, et arrête plutôt leur pouls en les congelant. Malheureusement, cela ne suffit pas, le cœur de Régulus est aussi en Emilia.
Elle est désormais prête à se sacrifier pour l'arrêter, mais cette fois-ci, c'est Subaru qui l'arrête, utilisant les mains invisibles pour détruire uniquement le cœur de Régulus qui était en elle. Maintenant que l'Avarice peut être blessée, Emilia le fracasse de la part de toutes ses femmes, mais il continue malgré tout à résister grâce à son pouvoir permettant d'arrêter le temps autour de son propre cœur. Cette capacité a cependant une durée limitée, et commençant à être inquiet, Régulus les traite de lâches, seulement capables de se battre à 2 contre 1. Subaru accepte donc de faire ça en 1 contre 1 comme des hommes. Dommage pour Régulus, cependant c'est le moment qu'a choisi Reinhardt pour revenir. Régulus ne comprend pas comment c'est possible et l'épéiste saint explique que l'erreur de Régulus a été de l'envoyer en direction de la Lune. À force de tomber dans le vide, il a simplement pu prendre appui sur notre satellite pour revenir sur Terre. Reinhardt vient donc en finir avec ce combat en explosant Régulus avant de l'envoyer profondément sous terre où il se noie dans un trou. On peut maintenant partir du côté de Wilhelm vs Theresia. Le grand-père Astrea tient plutôt bien la cadence, mais est surpris par l'arrivée de son fils et se fait gravement blesser. La famille n'est cependant pas encore au complet, et alors que Theresia s'apprête à tuer Heinkel, c'est au tour du petit dernier d'intervenir, et l'ennemi étant jugé comme assez fort, il peut enfin sortir son épée légendaire, et malgré les suppliques de Wilhelm, il terrasse sa grand-mère d'un seul coup. On a alors droit à un flashback de l'histoire de Theresia. Celle-ci était extrêmement douée et a obtenu la bénédiction de l'épéiste saint dès l'âge de 12 ans, et ce, malgré qu'elle n'avait jusqu'alors pas fait beaucoup d'efforts pour s'entraîner. Elle volait ainsi par la même occasion le rêve de son grand frère, dont elle admirait pourtant la dédication, celui-ci ayant passé sa vie à s'entraîner sans relâche. Sa première guerre aura lieu 2 ans plus tard, lors de la plus terrible guerre civile qu'eût jamais connue l'Empire, la guerre contre les demi-humains. Son frère était un homme bien. Loin d'en vouloir à Theresia, voyant qu'elle était effrayée et ne souhaitant pas causer la mort autour d'elle, il lui promit de la protéger, et elle n'eut ainsi pas à utiliser son épée une seule fois pendant cette guerre. Son frère mena la charge à la place, et mourut sur le champ de bataille. La guerre ne s'arrêta pas pour autant, et emporta tous ses frères, ainsi que son oncle, qui était l'ancien épéiste saint. Alors, malgré que Theresia n'avait toujours été qu'une gentille fille aimant les fleurs, elle n'eut d'autre choix que de prendre l'épée. C'est à cette époque qu'elle rencontra Wilhelm, et en tomba instantanément amoureuse. Celui-ci avait aussi compris quel genre de personne elle était, et s'était longuement entraîné afin de la vaincre, car s'il devenait plus fort qu'elle, il pourrait prendre l'épée à sa place. Mais perdant soudain sa bénédiction de l'épéiste saint durant la bataille, elle fut blessée. À son réveil, elle était face à face avec Pandora. Elle engagera directement le combat, mais tombera malgré tout sous son contrôle, celle-ci disant souhaiter la comprendre. Ce n'est que 15 ans plus tard qu'elle rouvre les yeux, lui laissant quelques instants pour que Wilhelm lui dise enfin les mots qu'il n'avait jamais osé lui dire tout ce temps, lui dire qu'il l'aimait. De son côté, Garfield continue de combattre en étant hanté par le spectre d'Elsa. Il se fait complètement exploser par Kurgan au bras, mais lutte au mieux, jusqu'à ce que leur combat les amène jusqu'à l'abri où Garfield est choqué de trouver ses demi-frères et sœurs. Mis face au mur, ne pouvant plus reculer, Gorgeous Tiger donne tout, et arrive à éliminer son adversaire. De leur côté, Julius et Ricardo affrontent ensemble un des apôtres de la gourmandise, mais se font clairement défoncer. Leur adversaire finit même par révéler qu'il possède les souvenirs du petit frère de Julius, celui-ci étant choqué puisqu'il ne se souvient évidemment pas de l'existence de ce dit frère. Du côté de l'autre apôtre de la gourmandise, Otto est aussi en galère. En effet, Felt étant parti chercher un artefact OP pour vaincre la gourmandise, il est désormais seul. Et après que ses Léviators se soient fait bouffer, il ne peut qu'essayer de gagner du temps. Au fur et à mesure du combat, il en apprend plus sur le pouvoir de l'apôtre. Il possède les souvenirs de tous ceux à qui il a volé le nom, et peut même copier leur voix. Il a cependant un point faible, il ne peut pas voler un nom qu'il ne connaît pas. Mon baron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Otto étant un inconnu complet pour les types autour, il n'a pas trop à s'inquiéter de ça, mais ça ne l'empêchera pas de se faire tuer. C'est cependant à ce moment que Béatrice fait son apparition pour l'aider. Otto s'arrête juste avant de prononcer son nom, précaution bien inutile, leur ennemi leur prouvant qu'il le connaît bien en utilisant les souvenirs de Rem. Malgré ça, Béatrice arrive à l'occuper jusqu'à l'arrivée de Felt et le fameux artefact. Elle s'en sert pour frapper Gluttony, ce qui n'a aucun effet. Quand il essaye de voler le nom de la jeune fille cependant, il ne se passe rien, et au contraire, c'est la gourmandise qui semble en effet en souffrir. Avant de lui laisser le temps de se remettre, Béatrice explique à Felt qu'elle se sert mal de l'artefact, qui était en fait un sceptre, et ensemble, elles balancent un giga rayon laser qui détruit Gluttony. Voir le sceptre rappelle d'ailleurs à Béatrice sa mère et Kina. L'artefact avait donc dû lui appartenir. Mais alors qu'elle pense avoir gagné, le corps de la gourmandise disparaît et un nouveau mec chelou transsexuel apparaît et coupe les 2 jambes à notre goat Otto. Il s'agit évidemment de Gluttony, qui accuse Felt de lui avoir donné un faux nom, raison pour laquelle il avait été affaibli. Celle-ci n'était cependant même pas au courant que ce n'était pas son vrai nom. Les étrangetés continuent cependant, et la gourmandise déclare que nos héros ont fait leurs preuves et ont mérité d'être invités à sa table. Il détruit alors cette apparence pour en prendre encore une nouvelle, et se présente cette fois comme Rui Arneb. Elle parle des autres Gluttony comme étant ses frères, et annonce devoir se retirer pour l'instant. On peut désormais passer du côté de la luxure, avec Hal qui continue de la combattre.
Mais il a beau faire tout ce qu'il peut, même exploser entièrement son corps, elle semble intuable. Il continue de se battre comme un énorme boss, allant jusqu'à faire s'effondrer le souterrain sous la gueule de l'apôtre. Ça ne la tuera bien sûr pas, mais permettra à Hal de discuter avec Félix et Anastasia, et d'apprendre que cette dernière avait utilisé la magie pour tenter de tuer Capella quelques minutes plus tôt. Anastasia étant normalement incapable d'utiliser la magie, Hal la soupçonne donc d'être une imposteur. Mais Félix l'empêche de pousser la réflexion plus loin, puisque leur ennemi est déjà de retour. Celle-ci en a cependant marre de combattre, ayant apparemment déjà atteint son objectif. Elle repart donc, laissant Hal, Félix et Anastasia en proie aux bêtes démoniaques. Reinhardt est cependant sur tous les fronts, et répondant aux prières de Félix, il vient les sauver. Une voix résonne alors dans la ville, annonçant que les 4 tours ont été récupérées et que la ville est désormais sécurisée. Nos différents héros se rassemblent et les blessés sont pris en charge. Il semble que tous les péchés ont fui, sauf Sirius qui étonnamment n'était pas morte et a été capturée par Priscilla. Subaru va l'interroger avec Emilia et Béatrice. Ils souhaitent comprendre leurs objectifs, se demandant notamment s'ils ont fait ça pour ressusciter Satella ou quelque chose du genre, mais la colère explique qu'elle ne fait qu'écouter ce que le gospel lui dit, et qu'elle n'a d'ailleurs aucun intérêt envers Satella, que le seul qu'elle aime est Subaru. Elle considère en effet que Betelgeuse a fusionné avec Subaru à travers le pouvoir des mains invisibles, et qu'elle pourra le faire revivre à partir de ce dernier. Avant qu'il ne parte, elle le met en garde contre Gluttony. Elle lui dit que gourmand, malbouffe et satiété viendront tous à sa poursuite. Une réunion a ensuite lieu pour décider du sort de Sirius, ainsi que des humains transformés en monstres par Capella. Alors que Priscilla propose de leur offrir la mort pour les libérer de leur souffrance, Emilia convainc les autres de les laisser les cryogéniser, le temps de trouver un moyen de les sauver. Alors que tout semble désormais rentrer dans l'ordre, Subaru trouve Julius dans un coin, mais en allant lui parler, il découvre qu'il est le seul à se souvenir du chevalier. Et c'est ainsi que se termine cette saison 3 de ReZero. On espère que ce résumé vous aura plu. On a essayé de mettre un max d'infos pour comprendre toutes les subtilités des événements, mais du coup la vidéo est plus longue que d'habitude. Si ça vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Buy Me a Coffee, ça nous ferait hyper plaisir. Et sur ce, on se laisse et on espère vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo. Sur ce, ciao. On a à la fois touché quelque chose d'exceptionnel et à la fois c'est un échec à cause de l'ingénierie YouTube qui n'est pas à la hauteur de notre intelligence. Putain, c'est là, faut l'assumer. Faut être solide sur ses appuis.